Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis impliqué dans le concours national de la résistance et la déportation depuis 1993, où j'ai rejoint la Fondation. Et donc j'ai participé à de nombreuses brochures préparatoires envoyées dans les établissements scolaires. Et surtout, j'ai été membre du jury national et actuellement je suis membre du jury départemental des Yvelines où je réside et également membre du jury académique Versailles-Créteil. Donc c'est de ce point de vue-là que je parle du concours national de la résistance, où j'ai une petite expérience depuis ces années donc passées à la Fondation. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'histoire de ce concours depuis sa création. Et donc, on a intitulé cette communication entre histoire, mémoire et citoyenneté, la création du concours national de la résistance et la déportation. En effet, au milieu des années 1950, eh bien, ce concours va naître en dehors du système éducatif français, au sein d'une association qu'on appelle la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance, qui entendait participer de la sorte à la formation, la formation civique des jeunes. Rejointe par d'autres associations, elle va utiliser de puissants réseaux, comme on va le voir, des réseaux gaullistes, pour permettre à ce concours d'entrer de plein pied dans le monde de l'éducation. Ainsi, le 11 avril 1961, par une circulaire donc, de Lucien Paye, ministre de l'Éducation nationale, ce concours entre de plein pied dans le paysage scolaire français et ne le quittera plus. Preuve de son dynamisme, ce concours n'a pas cessé d'évoluer. Il n'a pas cessé d'évoluer, épousant les grandes réformes, les grands changements pédagogiques du système éducatif français. Aujourd'hui encore, il mobilise chaque année plus de 35 000 élèves, donc de collèges et de lycées, qui s'engagent sur la base du volontariat dans ce concours. C'est en termes de participation le concours scolaire de loin le plus important, le plus populaire et le plus plébiscité par des générations successives d'enseignants. À mi-chemin entre histoire, mémoire et citoyenneté, ce concours national de la résistance et la déportation, que vous entendrez aussi parler dans ma bouche sous le sigle de CNRD, permet aux candidats d'étudier cette page d'histoire singulière de façon tout à fait différente selon des méthodes actives. Tout d'abord, il leur donne le goût de l'histoire. Il leur permet de découvrir le métier d'historien et de se frotter à la réalité des archives qu'ils vont consulter dans les centres d'archives, des centres d'archives publics, les archives départementales ou les archives municipales, ou bien encore dans les musées de la résistance et de la déportation. Et une particularité de notre pays, c'est qu'il y a 177 musées à travers la France. Et donc, ça me permet aussi d'évoquer un autre point de ce concours, c'est qu'il est fortement ancré dans les territoires. Ce concours les a invités pendant très longtemps à faire des rencontres avec les acteurs de cette histoire encore vivante. Ce concours aussi les invite à découvrir, et ça c'est important pour le colloque qui nous occupe aujourd'hui, à découvrir toutes les valeurs qui sous-tendaient leurs engagements. Alors concernant les rencontres intergénérationnelles, j'ai oublié de vous présenter donc cette image. Donc on a Lucie Aubrac, dont on a parlé tout à l'heure, qui était une passeuse de mémoire et qui était enseignante, a consacré toute sa retraite pour rencontrer les jeunes. Et à côté, on a un autre résistant déporté, qui est M. Figuet, qui interviendra beaucoup dans le lycée de Bourg-en-Bresse, le lycée Lalande de Bourg-en-Bresse, qui est le seul lycée civil à avoir reçu la médaille de la résistance pour l'action menée par ces lycéens. Donc des rencontres intergénérationnelles, mais surtout, ce concours les amène à découvrir les valeurs qui sous-tendaient l'engagement des résistants, valeurs qui sont autant de ferments civiques pour leur engagement citoyen futur. Il mesure aussi, grâce à ce concours, tout ce que la société française, aujourd'hui encore, tient en héritage de la résistance. On en a parlé tout à l'heure, le Conseil national de la résistance, le programme du Conseil national de la résistance qui a forgé la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et puis je rappellerai aussi tout simplement le fait que la France a encore une dimension internationale puisqu'elle possède,
grâce à la résistance, grâce à la France libre, eh bien, un des 5 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est une parenthèse. Les thèmes de ce concours, mais pas des moindres, le thème de ce concours sont le reflet de la manière dont les acteurs ont voulu transmettre cette mémoire. Le concours national de la résistance et de la déportation va être véritablement, et je le verrai à la fin de mon intervention, un enjeu mémoriel très fort. Aujourd'hui, c'est même un lieu de mémoire, selon l'expression de Pierre Nora. Certains thèmes, comme nous le verrons, eh bien, sont parfois en décalage par rapport à l'historiographie scientifique. Et il y a donc là quelque chose aussi qui est intéressant par rapport à l'histoire de ce concours. Alors je ne vous cache pas que retracer l'histoire du concours depuis sa création présente plusieurs difficultés. Tout d'abord, les ressources sont lacunaires, pas toujours conservées, elles sont dispersées, et ce qui rend problématique tout travail de synthèse. Alors pour faire le travail que je vous présente aujourd'hui, j'ai essentiellement consulté les archives de la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance, qui sont conservées depuis 2005 aux archives nationales, et puis j'ai utilisé également la collection de leurs bulletins, donc le bulletin de cette association, l'Écho de la résistance, qui est en fait le fil d'Ariane quand on se plonge, quand on s'immerge dans ces archives associatives qui représentent des milliers de documents et des mètres linéaires assez conséquents. Alors comme pour les associations d'anciens résistants et de déportés, l'histoire du concours reste encore à faire. C'est vraiment une histoire en chantier que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, dans les années 1950, un certain nombre de résistants et de déportés, regroupés en associations, conscients qu'ils ne pourront pas avoir le rôle et qu'ils ne pourront pas influencer la vie politique comme ils l'avaient imaginé au sortir de la guerre, eh bien, vont s'investir dans une autre direction, eh bien, c'est de participer à la formation civique des jeunes générations. Considérant que leur action passée a été motivés par un engagement civique aux valeurs intemporelles, ils considèrent que cet héritage moral, eh bien, il faut le transmettre. Il faut le transmettre aux jeunes générations, aux nouvelles générations, aux générations montantes, comme ils disent très souvent. C'est pour eux un moyen de lutter contre l'oubli. Un moyen de lutter contre l'oubli, eh bien, de leur action. Oubli qu'ils ressentent très très rapidement dans le tissu, dans la société dans laquelle ils vivent. Et qui ils le perçoivent comme une véritable menace. Ainsi, le 5 janvier 1951, une loi prévoit donc de réintégrer, près de la moitié des personnes épurées entre 1944 et 1945. Et prévoit également eh bien, la prescription, au nom de la réconciliation nationale, d'un certain nombre de faits de collaboration perpétrés sous l'occupation. Cette loi d'amnistie, elle passe très mal chez les résistants et les résistantes, elle est perçue en fait comme une perte d'influence réelle de la résistance dans la société française. C'est dans ce contexte particulier qu'est créée, eh bien, en 1953, la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance par Jean Ginas, que vous avez ici sur la gauche de l'écran. Voilà, sur la gauche de l'écran. Alors Jean Ginas, là je fais une petite parenthèse, mais Jean Ginas est un compagnon de la Libération. Il fait partie donc de ces 1038, cette petite cohorte de 1038 compagnons, dont 6 femmes parmi cette 1038, qui ont été honorés par la Croix de compagnon de la Libération, une des 2 décorations créées par le général de Gaulle en 1940, en novembre 1940. Alors cette association va se positionner immédiatement et va militer pour le retour du général de Gaulle au pouvoir. Donc c'est une association gaulliste. Dès sa première assemblée générale ordinaire, réunie à Paris le 5 et le 6 novembre 1955, la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance eh bien, va tout de suite se positionner sur l'enseignement civique. Elle est soucieuse donc, de la rénovation de l'enseignement civique donc, au sein de l'éducation nationale. Là, on le voit, elle s'adresse directement, elle demande instamment au pouvoir public de prendre toutes les mesures nécessaires à la rénovation de l'enseignement civique. Et puis, bien sûr, cet enseignement civique doit reprendre les exemples de la résistance. À cette occasion, au moment de ce premier congrès, eh bien, ils vont lancer également la naissance du prix donc,
de morale et de civique, hein, donc préconise que les unions départementales organisent des prix du civisme et de morale. On va trouver prix de civisme et de morale, on va trouver également prix de la résistance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première action qu'ils vont engager. Alors, ce concours donc, est organisé par les unions départementales, donc, ce qui vous explique aussi son ancrage dans les départements, qui va préexister jusqu'à encore de nos jours. Si ce nouveau mode d'engagement des associations d'anciens combattants correspond à une action traditionnelle, ce qui l'est moins en revanche, eh bien, c'est que les résistants entendent investir le champ du monde scolaire. Ça, c'est quand même très nouveau. Autre originalité que je tiens à souligner, nous sommes en 1955, et ce concours est proposé alors que la Seconde Guerre mondiale, et a fortiori la résistance, n'est pas au programme d'enseignement des classes de lycée ni de collège. Elle le sera, la résistance et la Seconde Guerre mondiale sera au programme de terminale en 1961 et 10 ans plus tard pour les collèges en 1971. Donc ça, c'est aussi une particularité. Henri Bailly, donc, qui rejoint la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance en 1954 et sera son secrétaire général. Hein, c'est vraiment l'âme de cette confédération. Il décédera en 1993, toujours secrétaire général de l'association, va véritablement employer toute son énergie, toute sa force de persuasion et toute son influence pour imposer ce prix de la résistance. Cet homme est un homme charismatique et influent. Il sera un des acteurs véritables de la création et de l'officialisation de ce concours au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et sa personnalité mérite qu'on s'attarde un peu sur son parcours pour bien comprendre comment il a réussi ce tour de force. Il est né à Paris en 1920 dans une famille modeste. Il a travaillé dans une compagnie d'assurance parisienne. Dès le début de l'occupation, il s'engage dans la résistance. En 1941, il est arrêté et au bout de 6 mois d'incarcération, il va rejoindre Lyon, donc à l'automne 1942. À cette époque, il a rejoint Lyon et il va intégrer le mouvement donc, de résistance combat après avoir été membre d'autres organisations de la résistance. Donc il rejoint le mouvement combat et à cette époque, à Lyon, le mouvement combat est vraiment en pleine organisation, en plein développement, et son expérience et son sens de l'organisation va le désigner tout de suite comme un responsable régional du groupe des jeunes de combat. Il devient membre du comité directeur ensuite des Forces unies de la jeunesse, dès leur mise en place, et dès avril 1943, il est l'un des responsables nationaux donc, du Force unie de la jeunesse, donc de cette organisation clandestine. Il n'a alors que 23 ans. Donc vous voyez, une forte personnalité qui s'impose dans la résistance. Henri Bailly est arrêté pour la 2e fois en juillet 1943, dans l'Isère. Relâché, il regagne Paris. Vous voyez que ces arrestations ne rompt pas la dynamique de sa détermination. Il est relâché donc et il regagne la zone nord, il rejoint Paris, il est arrêté le 3 juin 1944, il sera déporté à Buchenwald, tandis que toute sa famille, donc son père, sa mère et son frère, seront assassinés à Auschwitz puisqu'il est d'origine juive. À son retour de déportation, il est volontaire pour des missions de rapatriement en Allemagne, donc pour des missions de rapatriement de déportés également, et rejoint la direction des personnes déplacées sur le territoire ennemi. Donc vous voyez une forte personnalité qui véritablement, on a l'impression que rien ne peut l'abattre. De 1947 à 1948, il est attaché au cabinet du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, et il devient fonctionnaire au sein de l'Organisation internationale pour les réfugiés et dirige le service des rapports et des statistiques du Land Rhénanie-Palatinat. Comme vous le voyez, c'est un homme atypique, un autodidacte, un homme charismatique qui va être au cœur de plusieurs réseaux. Réseau de résistance, sans faire de mauvais jeu de mots, mais aussi au cœur de beaucoup de milieux politiques. Il est passé aussi par les cabinets, et tous ces atouts vont être essentiels pour la bataille qui s'impose, pour la bataille mémorielle qui s'impose autour du concours national de la résistance et la déportation.
Reprenant immédiatement l'idée donc de cette création des prix du civisme ou des prix de la résistance, Henri Bailly va mobiliser toutes les unions départementales à créer des prix de la résistance dans le département. Les premiers prix sont organisés véritablement dans la plus grande improvisation, avec une totale liberté quant au choix des élèves, le niveau des élèves, les modalités même des épreuves, et puis aussi les prix qui vont être distribués. Ça fait partie un petit peu, je dirais, de l'origine de ce concours. 3 ans plus tard, ce projet ne rencontre pas le succès attendu. Le manque de moyens des unions départementales, on est quand même au lendemain de la guerre et cette nouvelle confédération est assez jeune, et les blocages locaux empêchent souvent sa généralisation. Le prix de la résistance n'est organisé que dans une trentaine de départements. Face à ce constat, lors du 3e, je voulais vous présenter aussi cette diapositive, parce que vous voyez qu'il est à côté d'Edmond Michelet, donc il fréquente aussi beaucoup d'hommes politiques, et Edmond Michelet sera un de ses amis, un ami bien sûr, compagnon de misère, même s'ils n'ont pas été dans le même camp, mais ils feront énormément de projets ensemble, notamment autour de la jeunesse et de la réinsertion de la jeunesse, à la suite qui ont été donc repris de justice. Ils vont vraiment travailler beaucoup ensemble sur cette problématique. Donc au cours du troisième congrès de la CNCVR, ils font le constat qu'il n'y a pas suffisamment de prix organisés. Donc ce troisième congrès se tient à Lyon, donc le 16, 17 et 18 mai 1958. Et Louis-Henri Bailly va véritablement redonner une dynamique à ce projet, et cette fois-ci une dynamique nationale, parce qu'il considère qu'il faut vraiment que ce projet s'impose dans le paysage politique. Il demande donc aux unions départementales de faire en sorte que partout en France, ils organisent des prix et réclament même la création d'un prix national dont il fait adopter le principe avec toute la force de conviction. Alors pour cela, je vous ai présenté, je ne sais pas si vous pouvez le lire, le rapport moral, et vous voyez ce qu'il dit. Là, mes camarades, je vous le dis en toute sincérité, je considère que malgré les résultats obtenus, nous avons subi un échec. En effet, il n'existe à l'heure actuelle, donc là c'est en haut, nous sommes à l'heure actuelle, en effet, il n'existe à l'heure actuelle dans la France tout entière qu'une trentaine de prix de la résistance. Trop d'unions se sont retranchées derrière des difficultés pratiques et réelles pour ne pas les surmonter et ne pas aboutir. Il conclut après, c'est pourquoi tout à l'heure, dans les tâches d'avenir que nous fixerons, donc c'est-à-dire les motions qui clôturent le congrès, que nous fixerons pour l'année qui vient, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que dans les unions départementales où il n'aura pas été créé de prix de la résistance, nous serons en droit de dire que nos camarades n'ont pas fait tout leur devoir, et s'il n'existe pas chez nous de coercition, nous serons quand même en droit de leur dire qu'ils auront laissé une fissure dans l'édifice que nous avons construit ensemble. Vous voyez, il ne mâche pas ses mots, et il galvanise véritablement les troupes. Il sollicite aussi le ministre de l'Éducation nationale pour que soit créé un prix national qui deviendrait un prix officiel de l'éducation nationale. Ainsi, donc, on se rend compte que les combattants volontaires de la résistance veulent véritablement pousser les feux pour essayer les combattants volontaires de la résistance auraient ainsi, grâce à cette officialisation, toute légitimité pour intervenir dans le cadre scolaire afin de présenter l'expérience de leur engagement et d'assurer ainsi la relève des générations. Le prix de la résistance devient alors pour eux un moyen de participer à la régénération du pays engagé avec le retour du général de Gaulle. Dès 1960, rejoint par un certain nombre d'associations, comme on va le voir, la CNCVR va faire pression sur les pouvoirs publics pour obtenir gain de cause. Alors ça nous amène vers l'officialisation de ce concours. Et là, l'action de la CNCVR va être relayée par un deuxième homme qui est vraiment important dans cette histoire de ce concours, c'est Louis-François. Alors Louis-François, c'est un doyen de l'inspection générale d'histoire-géographie, ancien résistant, ancien déporté, et il va plaider auprès du ministre de l'Éducation nationale pour lancer, pour faire un lancement officiel d'un concours de la résistance. Gravitant dans les associations donc gaullistes, Louis-François exerça
une action déterminante en faveur de ce concours qui contribua fortement à établir, mais surtout à pérenniser, ça je crois que c'est très important, au sein du système éducatif français, comme on va le voir. Là aussi, les différentes étapes de sa vie et sa personnalité permettent de comprendre comment il a réussi cet exploit au regard des difficultés et surtout des particularités du système éducatif d'alors. Louis-François est né dans une famille protestante, donc de la bourgeoisie protestante, et il rejoint les Éclaireurs de France à l'âge de 13 ans. Et cet engagement au scoutisme n'est pas sans intérêt pour nous, puisqu'il restera fidèle toute sa vie à cet engagement, dans lequel il puisera une source d'inspiration profonde, tant pour les valeurs laïques que ce mouvement scout véhicule, mais aussi pour les méthodes actives qui y ont cours. Reçu brillamment à l'agrégation d'histoire-géographie, Louis-François va être enseignant tout d'abord à Marseille, puis au lycée Henri IV à Paris, où sa personnalité charismatique est tout de suite repérée par l'inspecteur général Jules Isaac, qui va écrire dans son rapport de janvier 1936, qu'il est un sympathique et ardent entraîneur de la jeunesse à Henri IV. Durant la campagne de France en 1940, Louis-François est affecté comme officier aux chiffres à la 4e division cuirassée, commandée par le colonel de Gaulle. Et la personnalité et les qualités de chef du général de Gaulle vont véritablement impressionner cet enseignant, ce professeur antimilitariste, et ne seront pas étrangères justement à son engagement dans la résistance gaulliste. On peut dire que Louis-François est un gaulliste avant l'heure. Louis-François est démobilisé en 1940, il rejoint donc le Paris et il va enseigner à Henri IV. Fin 1941, il est contacté par le réseau de confrérie Notre-Dame, donc le réseau du colonel Rémy, un réseau de renseignement. Donc il est arrêté en septembre 1942, interné à Fresnes, puis à Romainville et sera déporté à Mauthausen. Au retour de déportation, là aussi, sa carrière va véritablement connaître une ascension fulgurante, puisque en octobre 1945, il est nommé inspecteur général de l'instruction publique. C'est comme ça qu'on désignait l'éducation nationale à l'époque. Profondément convaincu que l'instruction civique est une mission fondamentale de l'école de la République, il contribue à former donc des citoyens éclairés et actifs. Il milite inlassablement pour l'enseignement de l'instruction civique dans le secondaire. En 1948, il va même en rédiger les programmes. Pour lui, et comme pour beaucoup de résistants, on en parlait tout à l'heure, la défaite de 1940, pour lui, c'est une conséquence d'un affaissement moral dans les élites. Donc l'enseignement civique, pour lui, est quelque chose d'essentiel et plus important même que les connaissances et qu'un système éducatif qui repose trop sur le bachotage. Je vous rappelle, comme je vous le disais tout à l'heure, il est vraiment un tenant des méthodes actives. Dans toutes ses fonctions, il a été un tenant des méthodes actives, héritage de son engagement donc, aux Éclaireurs de France. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'enthousiasme immédiatement en 1959, quand il est saisi par la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance, sur ce projet de prix du civisme, alors qu'il est conseiller technique pour l'enseignement primaire et secondaire auprès du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, André Bouloche. Au moment de l'officialisation du concours national de résistance et de déportation et de sa mise en place au sein de l'éducation nationale, l'action de Louis-François est véritablement essentielle, car il cumule, comme on l'a vu tout à l'heure pour Henri Bailly dans le milieu associatif, de nombreux atouts. Il est responsable de la résistance, il a été déporté, il dispose d'une véritable légitimité au sein du milieu associatif ancien combattant. Il est lui-même membre du Réseau du Souvenir, qui est une association lobbyiste très forte, inspecteur général de l'inspection publique, l'instruction publique. Il connaît toutes les arcanes de son administration et donc permet parfois de naviguer et de louvoyer avec cette administration. Enfin, depuis son passage au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, il entretient de nombreuses relations personnelles avec des hommes politiques influents. Le 11 avril 1961, ce groupe de résistants très actifs et très militants vont réussir à faire entrer ce concours
dans le système éducatif français. C'est la circulaire du 11 avril 1961 de l'Éducation nationale, signée par Lucien Paille, qui constitue en fait l'acte de naissance, d'officialisation de ce concours comme concours scolaire. Là aussi, la personnalité de Lucien Paille est quand même aussi intéressante à souligner. C'est un normalien, un agrégé, mais surtout, il est proche du général de Gaulle, lui aussi. Il a été conseiller du général de Gaulle lors de la conférence à Brazzaville en janvier-février 1944. Jeune officier, il a participé au débarquement de Provence en août 1944 et il a fait toute la campagne d'Allemagne. Comme nous allons le voir, donc là je vous ai mis la circulaire telle qu'elle est parue au BOEN, donc de l'Éducation nationale, mais je vous l'ai transcrite pour que vous puissiez mieux la lire directement sur un plus grand écran. Eh bien, ce texte fondateur est rédigé dans un contexte un peu particulier. C'est le contexte de la création et de la construction du mémorial de la déportation sur l'île de la Cité à Paris. Et vous voyez, Et vous voyez donc que la première moitié de ce texte est consacrée à une souscription dans les établissements scolaires publics, une souscription en faveur de ce monument. Donc il porte sur la souscription de ce futur monument, et il faut poursuivre un petit peu plus la lecture pour apprendre qu'un concours d'histoire, qu'un concours d'histoire sur un sujet tiré de l'histoire de la résistance et de la déportation sera ouvert dès le 12 mai 1961. Alors c'est vraiment un assemblage un petit peu baroque, vous me direz, mais il y a une explication à tout cela. Et donc il donne quelques informations sur le concours, on va y revenir. Dès le retour du général de Gaulle au pouvoir, la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance, qui milite pour l'officialisation de ce concours, obtient le soutien d'autres associations gaullistes, notamment la FNDIR, la Fédération nationale des déportés internés de la résistance, mais surtout le Souvenir français. Et cette association, très puissante, est déjà à l'origine de plusieurs mesures autour de la mémoire, notamment la journée nationale de la déportation, la journée nationale des victimes et héros de la déportation en 1954, journée qui a toujours lieu d'ailleurs chaque année, le dernier dimanche d'avril. Et en 1960, ils ont déjà l'idée donc de la construction d'un mémorial sur l'île de la Cité à Paris. Donc ils ont réalisé des projets. C'est l'artiste Pingussan qui sera l'artiste qui va faire ce monument qu'ils vont donner à l'État en 1964. C'est pour financer ce nouveau projet qu'ils ont une audience auprès du ministre de l'Éducation nationale pour précisément obtenir une subscription auprès des écoles pour qu'ils participent à cette grande œuvre nationale. Et à cette occasion, cette délégation du réseau du souvenir évoque l'idée de la CNCVR de créer un concours scolaire, les prix de la résistance, qui va devenir concours de la résistance et de la déportation, qui va être in extremis intégré dans cette circulaire. Mais vous voyez que cette circulaire n'était pas faite à l'origine pour cela. Alors c'est là les raisons pour lesquelles aucune allusion n'est faite à la forme de participation des candidats. On sait simplement que les élèves doivent être âgés de 15 ans au moins, donc plutôt des lycéens. Mais il n'y a pas d'informations sur la composition du jury, même si les jurys sont mentionnés. Donc il y a un jury national, mais on ne sait pas qui le compose. On sait que les copies seront adressées à l'inspection académique, qu'il y aura un jury départemental, mais sans véritablement le désigner. En effet, ce texte a été réalisé un petit peu à la hâte. Mais néanmoins, même si cette partie du texte reste très succincte et très imprécise sur le fonctionnement de ce concours, du fait de sa réalisation précipitée, cette circulaire jette les bases durables de l'organisation du concours national de la résistance. Tout d'abord, le volontariat des élèves, les conditions d'envoi des sujets, qui sont envoyés au 110 rue de Grenelle, ce qui est toujours le cas, la création de 2 jurys, un jury départemental qui envoie à l'inspection, donc qui envoie au niveau national les meilleures copies, et puis un jury national et une remise officielle à Paris. Avec cette circulaire, la première édition de ce nouveau concours s'inscrit, comme vous le voyez, dans le cadre de l'établissement de la politique
gaulliste de mémoire ou la politique de la mémoire gaulliste, comme vous voulez. D'ailleurs, la remise officielle des prix aura lieu le 12 avril 1962 lors de l'inauguration du mémorial de l'île de la Cité par le général de Gaulle. Vous voyez déjà le poids qui repose sur ce concours, qui est un concours plutôt de la mémoire gaulliste. Ce concours, institué en 1961, constitue une innovation pédagogique qui fut à l'origine de son succès. Cependant, à bien y regarder, l'innovation est plutôt minime. Comme vous le voyez sur la circulaire, c'est une dissertation en temps limité qui est proposée à des lycéens dans toute la France, dans les établissements scolaires, qui reçoivent de la part de l'inspecteur, donc l'inspecteur général, un sujet qui vient lui-même du ministre. On est un petit peu dans les conditions du concours général. Rien de bien original, vous me direz. Mais le contexte est tout à fait différent. En fait, ces copies ne soient pas destinées à être lues par des enseignants, mais par des anciens résistants, ça change toute la nature de l'exercice. Et en 1961, le sujet proposé aux candidats est le suivant. Vous avez entendu parler d'un événement se rattachant à l'histoire de la résistance. Faites-en le récit et dites brièvement quel sentiment il vous inspire. Moins de 20 ans après la libération, donc on demande à ces lycéens de rechercher, de faire le récit d'événements locaux, mais aussi de rechercher dans la mémoire familiale quelles traces ils ont pu avoir. On leur demande aussi de s'inspirer d'histoires qu'ils auraient lues dans la presse ou bien dans des ouvrages qui ont été déjà consacrés au sujet. D'emblée, on voit bien la triple dimension de son concours. Une dimension donc mémorielle, rechercher dans les familles comment cette mémoire a laissé des traces, retrouver les récits familiaux. On leur demande aussi de faire des enquêtes de terrain, rechercher ce qui s'est passé autour de vous, donc la proximité de ce concours. La dimension historique, on leur demande de rechercher aussi dans des ouvrages historiques. Et puis enfin, la dimension civique. Que vous inspire, quels sont les sentiments que vous inspirent ces actions et ces engagements? Là, je vous ai présenté sur ce visuel une copie, une des rares copies que j'ai pu retrouver, qui est accessible parce qu'elle a été publiée à l'époque dans le journal L'Écho de la Résistance, donc le journal de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance. Et cette copie, elle est assez émouvante parce qu'elle est signée, elle a été composée par Jean-Philippe Jeunet. Jean-Philippe Jeunet, donc vous voyez, il est au lycée Louis-le-Grand, il est en classe de philosophie, mais surtout, c'est un grand médiéviste. Il deviendra un grand professeur médiéviste. Et pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire médiévale, il est le co-auteur du Ballard Jeunet-Rouche sur l'histoire médiévale, qui est un usuel qu'on utilisait beaucoup à la fac. Donc il devient un éminent professeur d'histoire médiévale, et il raconte dans cette copie, l'arrestation de Maquisard qui s'est déroulée dans sa maison familiale, dans le Gers, et dont le récit a bercé toute son enfance. Alors là, on est face à une œuvre de jeunesse. Je l'ai lue, je ne sais pas si vous pouvez la lire, si vous avez eu le temps de la parcourir, mais on a là véritablement des descriptions géographiques superbes, une écriture avec un souffle littéraire magnifique, un sens historique assez percutant vu sa jeunesse. Et on a là en germe, en fait, toutes les qualités d'écriture de Jean-Philippe Jeunet. Donc je voulais vous la présenter parce que c'était quand même une des rares que j'ai pu retrouver dans les archives. Donc ce concours permet dès lors l'arrivée de résistantes et de résistants dans le milieu scolaire. Ils peuvent témoigner dans les classes à une époque où, je le rappelle, l'institution scolaire est quand même très fermée. Dès lors, il permet des rencontres entre les élèves et les acteurs d'une histoire toujours vivante, et il permet dès lors de constituer un lien entre le passé et le présent. Alors là, j'ai retrouvé un article dans un autre bulletin associatif qui est la Voix et Visage, le bulletin de l'association des déportés internés de la Résistance, une association féminine de femmes qui sont regroupées parce qu'elles avaient été déportées à Ravensbrück. Et c'est signé, donc c'est sur le retour d'expérience du prix. Alors il parle encore du prix de la Résistance, alors qu'on est en 1974 et c'est déjà le concours national de la Résistance et de la déportation. Mais donc il parle de l'expérience qui se passe dans le Maine-et-Loire. Cet article est signé donc de Germaine Tillon, grande intellectuelle du XXe siècle, ethnologue qui a étudié dans les Aurès, qui a été une des pionnières de la Résistance au sein du réseau du Musée de l'Homme,
qui va être elle-même déportée à Ravensbrück et qui va être présidente de l'ADIR. Et voilà ce qu'elle nous dit donc, à la fin de l'article donc, sur l'intérêt pour elle de ce concours-là. Voilà, c'est tout ce paragraphe-là, je vais vous le lire. Maintenir le souvenir d'une période dramatique où la survie de tout ce qui nous est cher fut remise en question. Ne pas oublier les grands sacrifices que cette survie a coûtés, tel était le projet du prix de la résistance. L'expérience d'Angers nous montre qu'on peut aller au-delà de cette ambition et que grâce à des rencontres organisées, réfléchies entre deux générations, il est possible de renouveler la pédagogie en donnant vie à une réflexion du passé. Cette réflexion, qui fut de tout temps l'aliment intellectuel de chaque génération montante, a brusquement perdu de nos jours seulement ses contacts avec le présent. Et cette rupture, qui constitue un des grands faits de notre époque, contribue au désarroi contemporain. Les interrogations libres de témoins, dont la bonne foi et l'information sont sous le contrôle d'un groupe cohérent, passionnent les jeunes en dépoussiérant l'histoire. Là, je crois qu'il n'y a pas une meilleure définition de l'importance des relations intergénérationnelles qui vont être nouées à l'occasion de ce concours et de la façon d'appréhender différemment l'histoire. Alors ce concours, donc, après avoir été adopté en 1961, va être pérennisé l'année suivante par le successeur de Lucien Peille, qui est autre que Pierre Sudreau. Pierre Sudreau, qui est un ancien résistant, il était donc chef national du réseau Brutus, un réseau socialiste, donc pour la zone nord, et il a été déporté à Buchenwald. Et il va véritablement mettre tout son poids dans la balance. Moi, j'ai déjeuné plusieurs fois avec Pierre Sudreau, et il me disait qu'à l'époque, eh bien, l'entourage de son cabinet aurait bien vu ne pas poursuivre l'expérience. Donc véritablement, il va contribuer à vraiment enraciner ce concours et à faire qu'il se normalise. Notamment en 1964, lors de la célébration du 20e anniversaire de la Libération. Il faut attendre 1977 pour qu'un arrêté donne le premier cadre réglementaire de ce concours et prévoit même la composition de son jury. Jusqu'alors, c'était un petit peu dans la plus grande improvisation, si je puis dire. Donc trois associations se retrouvent au niveau national, la CNCVR, mais ça ne vous étonnera pas, le réseau du souvenir, et puis la Fédération nationale des déportés internés de la résistance. Alors ce n'est pas sans susciter de tensions. Ces associations, comme je vous l'ai dit, sont des associations gaullistes, et d'autres associations plutôt considérées comme proches du Parti communiste, eh bien, comme la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, ou bien l'ANAC, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, veulent participer et contribuer aussi à ce concours. En 1982, sous la pression de ces associations, eh bien, un décret va élargir la participation au jury national. Et en fait, ça va avoir des répercussions aussi à l'autre échelon. C'est-à-dire que lorsque vous avez des associations qui sont reconnues au niveau national dans les jurys, on va les retrouver au niveau départemental. Ainsi légitimées, de nombreuses associations vont s'investir de ce concours. En 1982, si vous faites un petit calcul, les gens qui sont engagés dans la résistance, les plus jeunes, étaient nés entre 1920 et 1923. Donc ils sont à la retraite. Ils vont avoir du temps pour s'investir, comme ils vont s'investir aussi dans les musées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Leurs membres interviennent donc dans les établissements scolaires au moment de causeries, au moment de séances de témoignages, et ils vont aussi animer des clubs scolaires. Et des associations comme la FNDIR et la FNDIRP vont même diffuser des suppléments de leurs journaux qu'ils vont diffuser massivement dans les établissements scolaires. J'en ai encore un souvenir très précis en ayant participé à ce concours entre 1983 et 1987. Donc là, véritablement, les associations vont investir. Ça va être vraiment, je dirais, l'âge d'or du concours pour les témoins. Voulu et créé par les associations d'anciens résistants et d'anciens déportés, les fondations mémorielles vont aussi être investies, vont poursuivre l'engagement des associations dans ce concours. Ainsi, la Fondation pour la mémoire de la déportation, la Fondation de la résistance, la Fondation de la France libre, la Fondation pour la mémoire de la Shoah vont être peu à peu intégrées dans le jury national. Alors, dès ses débuts, la Fondation de la résistance va donc participer
à ce concours et va assurer la promotion de ce concours, notamment en éditant des brochures à portée nationale, des brochures papier. Chacune de ces brochures a été diffusée à 61 000 exemplaires dans les 14 000 établissements scolaires qui pouvaient y participer. Et donc, on les a réalisées à l'époque, au tout début, avec les associations, avec le soutien du ministère de la Défense, maintenant ministère des Armées, et avec l'Éducation nationale, mais surtout avec les musées de la résistance et de la déportation, pour apporter justement à ces brochures nationales une grande diversité de documents qui devaient, enfin moi c'est comme ça que je le concevais, qui devaient venir de tous les coins de la France pour montrer justement la grande diversité des réalités de la résistance en fonction des circonstances locales. En 2012, eh bien, une brochure numérique complète ces brochures du concours. La Fondation de la Résistance, mais là je ne vais pas faire trop de manifestes pro domo, participe aussi aux instances dirigeantes du concours national de la Résistance en étant membre du collectif, donc qu'on appelle le comité stratégique, qui propose et qui suggère au ministre de l'Éducation nationale les différents thèmes qui ont lieu chaque année. Alors, ce concours, donc, il va se réinventer en permanence et il va s'adapter aux évolutions éducatives. En effet, 5 minutes. L'essoufflement de ce concours tel qu'il était conçu au tout début, c'est-à-dire un peu calqué sur le concours général, aurait été inévitable s'il n'avait pas su se réinventer et donc s'adapter aux circonstances du milieu éducatif français. La loi Haby, votée en 1975, va apporter une massification du nombre de collégiens, et donc cela va provoquer une augmentation du nombre de candidats potentiels. Donc en 1977, ce concours est ouvert aux collégiens. En 1979, là je pense que c'est vraiment aussi le tournant de ce concours, malgré l'association et l'opposition des associations de résistants, eh bien Louis François, l'inspecteur général, qui va devenir président du jury national du concours, il le sera jusqu'en 1993, d'ailleurs c'est assez étonnant, mais il a exactement les mêmes durées d'intervention qu'Henri Bailly. Eh bien, Louis François va intégrer, à titre expérimental, les travaux collectifs dans ce concours. Cette expérience est reconduite en 1981 et en 1980 et va être définitivement adoptée en 1980. Cette catégorie de travaux collectifs, qu'ils soient en collège et en lycée, rencontre un succès immédiat. Et encore aujourd'hui, il a un succès auprès des équipes éducatives. C'est un grand espace de créativité, comme j'ai essayé de le montrer sur cette diapositive. Il permet c'est l'occasion de projets interdisciplinaires. Vous voyez qu'il y a des réalisations de sculptures, là en l'occurrence par le lycée professionnel Hector Guimard à Paris. On a également des bandes dessinées, des livres-jeux, on a des livres de fiction, des nouvelles, et puis on a également des sites internet, des supports audiovisuels, et puis des pièces de théâtre. Enfin, c'est un lieu de grande créativité qui a permis de redynamiser ce concours. Le concours va s'ouvrir aussi aux classes de seconde en 1995. Il avait été ouvert aux classes de première en 1982. Et en 2003, les catégories individuelles vont s'adapter aussi aux nouvelles pratiques pédagogiques, c'est-à-dire qu'à côté de la dissertation, il y a la possibilité pour les élèves de troisième de faire un commentaire de document avec paragraphe argumenté. Alors, la formation citoyenne donc, est une dimension de ce concours. Tout d'abord, il permet des méthodes de travail. Lors de la préparation de ce concours, il permet des méthodes de travail assez différentes de ce qui existe habituellement. Coopération de groupe, débat, rencontres intergénérationnelles, même si c'est moins vrai aujourd'hui, découverte de territoires, notamment découverte des institutions culturelles de ces territoires. Je pense aux archives départementales, à l'Office national des anciens combattants, qui sont aussi des lieux que ce concours, amène à découvrir, mais aussi parce que les représentants de l'État lui accordent une grande importance. Alors cette importance, elle est surtout matérialisée lors de la remise des prix au niveau départemental. Là, j'ai mis sur cette diapositive une remise des prix
à la préfecture des Yvelines, donc à Versailles. Là, vous avez le préfet Brault qui fait son intervention. Très souvent, donc, c'est sous les ordres de la République. Il y a les recteurs qui sont là. L'inspecteur est également là. L'inspecteur pédagogique régional est également là. Et puis, les chefs de l'État, plus récemment, ont également ouvert les portes du Palais de l'Élysée aux lauréats nationaux. En 2011, c'était le 15 décembre, je crois, 2011, je ne sais plus si c'est marqué sur la... Voilà, le 15 décembre 2011, Nicolas Sarkozy va recevoir les lauréats à l'occasion du 50e anniversaire du concours, de l'officialisation de ce concours, à la demande de la Fondation de la Résistance. Et puis, comme vous le voyez à droite, François Hollande, le 8 mai 2015, va faire de même. Et cette cérémonie de remise des prix clôture le cycle commémoratif du 70e anniversaire de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme. Quelques temps avant, il avait prononcé également un discours. C'est aussi dans ce sillage que cet événement a lieu. Après les attentats de 2015, le président François Hollande s'est engagé dans un discours prononcé notamment le 27 janvier 2015 au mémorial de la Shoah à promouvoir ce concours, considéré au plus haut sommet de l'État comme une pierre angulaire de la construction citoyenne des collégiens et des lycéens. Alors, depuis sa création, et ce sera ma conclusion, le concours national de la résistance à la déportation a proposé aux générations successives un certain nombre de thèmes, des dizaines de thèmes différents, faisant référence souvent aux valeurs civiques portées par la résistance, envisagées comme une partie constitutive de l'identité républicaine contemporaine. En 1964 et 1965, au moment où l'on célèbre le 20e anniversaire de la libération de la France et de la libération des camps, les thèmes sont les suivants. La prise par la résistance dans la libération du territoire et la déportation, et ça je tiens à souligner, pour fait de résistance et le système concentrationnaire vont être les thèmes qui seront proposés aux candidats à l'époque. Ces choix inaugurent une tradition de coller véritablement aux commémorations. Une tradition d'ailleurs qui s'est perpétuée dans l'histoire du concours national de la résistance, quasiment de façon décennale, puisque des thèmes annuels comme la libération et la découverte des camps, la libération et la découverte de l'univers concentrationnaire sera proposé en 2005, l'appel du 18 juin 1940 sera proposé en 2010, ou plus récemment, comme on l'évoquait tout à l'heure, cette année, libérer et refonder la France 1943-1945, qui est le thème qui est proposé donc aux candidats cette année. L'évolution de la mémoire et de l'historiographie se reflète partiellement dans les choix de ces thèmes, notamment en ce qui concerne la déportation. Ainsi, envisagée au tout début, en 1965, sous l'angle unique de la déportation qu'on appelle la déportation de répression, mais qu'à l'époque on appelait déportation pour fait de résistance, l'étude va s'élargir progressivement à l'ensemble du système concentrationnaire nazi et cite explicitement dans l'intitulé du concours les Juifs et les Tziganes en 1991. Ça, c'est un exemple que je donne là, mais il y a aussi d'autres exemples. On parlait tout à l'heure de la résistance de sauvetage, la résistance notamment des aviateurs, mais aussi des personnes persécutées. C'est un thème qui va être abordé qu'au tournant des années 2004 de mémoire. Même chose pour des thèmes comme les adolescents dans les camps de concentration. Donc, un certain nombre de thèmes vont comme ça suivre, mais avec parfois un décalage de 15 à 20 ans, l'historiographie de la résistance. Et c'est en ce sens que ce concours aussi est un marqueur de la transmission de cette mémoire et que ce concours est maintenant, selon la définition de Pierre Nora, un lieu de mémoire. Pour terminer, je dirais que ce concours, en fait, a un rôle toujours important dans la société française, dans la société éducative, et que quel que soit le classement qu'obtiennent les élèves et puis les enseignants, parce qu'ils portent aussi, ils sont des prescripteurs, je crois qu'il n'y a qu'un seul perdant dans cette affaire, c'est l'oubli. C'est l'oubli parce que les élèves, même s'ils sont parfois des élèves un peu dissipés, comme on le voit, lorsqu'on leur parle de cette façon, de l'histoire,
retiennent toujours quelque chose et retiennent des valeurs citoyennes pour leur engagement futur et réfléchissent aussi à ce qu'ils auraient pu faire ou ce qu'ils pourraient faire lors, eh bien, s'ils se retrouvaient dans des situations un petit peu analogues, hein, c'est-à-dire des situations où il y a une oppression dictatoriale ou une occupation. Merci de votre attention. Oui, moi j'ai une question. Le concours national de la résistance est très lié finalement à l'histoire française et chaque pays a son histoire particulière des événements de la Seconde Guerre mondiale, mais je me demandais si on avait des choses équivalentes, par exemple en Italie, qui a vécu l'expérience du fascisme, ou si c'est vraiment une forte spécificité de notre pays, ou est-ce que d'autres pays qui ont connu des situations d'occupation, la Hollande, la Belgique, ont eu des initiatives un petit peu similaires, ou voilà, c'était une interrogation. Ben, c'est une bonne question. Alors, non, à ma connaissance, non. On sait qu'il y avait eu une velléité de réalisation en Italie, mais qui portait surtout dans le milieu universitaire, mais pas pour le secondaire. Donc on n'a pas d'équivalent. Hein, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la France. Alors il y a eu aussi des débats au sein du jury national, puisque à l'époque j'en faisais partie, pour essayer d'élargir à la résistance européenne. Le seul problème, c'est que là, on est encore face à une histoire qui est très complexe. Y a-t-il une résistance européenne ? Moi, je ne pense pas. Il y a une résistance en Europe, mais il n'y a jamais eu véritablement une résistance transnationale. Le seul exemple que je pourrais donner, c'est le réseau Comet. Réseau Comet, qui est un réseau de récupération d'aviateurs, un réseau d'exfiltration, comme on dit, de sauvetage, qui part de la Belgique, passe par la France, passe ensuite par l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de résistance européenne. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, ce concours est resté franco-français, si je puis dire. Mais il y avait eu cette discussion, je me souviens, pour essayer de voir comment on pouvait l'étendre. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que je vous ai dit, j'en ai pas parlé parce que j'aurais été beaucoup trop long, mais il y a des expériences qui sont menées pour élargir ce concours, mais c'est toujours dans le cadre franco-français, au CM2, hein, donc une extension vers donc, les classes du primaire, avec des aménagements. Et pour l'instant, il y a quelques opérations pilotes, notamment à Paris, dans les Yvelines, pour essayer de faire remonter des expériences et peut-être le généraliser. Je voudrais savoir qui aujourd'hui sont les membres du jury, puisque bien sûr, il y a de moins en moins d'anciens déportés ou d'anciens résistants. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc, les associations de déportés ont investi les fondations pour les représenter. Hein, donc, je vous dis tout à l'heure, la Fondation pour la mémoire de la déportation, créée en 1990, la Fondation de la Résistance, la Fondation de la France libre, la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation de la Shoah, sont maintenant membres du jury national. Enfin, maintenant, on appelle ça le comité stratégique et le comité des correcteurs. Ça change un peu de nom, mais globalement, c'est le jury national. Donc, il y a les fondations, hein, donc très souvent avec des enseignants ou des historiens enseignants. Et il y a des représentants aussi de l'institution d'éducation nationale, et puis des personnes qualifiées, hein, c'est-à-dire des enseignants qui ont fait le concours et qui se retrouvent au jury national. Hein. Il y en a quelques-uns également. Voilà, on est effectivement, comme intéressant ce que vous dites, c'est que là, on est passé de l'ère des témoins à l'ère des historiens et à l'ère des experts, entre guillemets, avec vraiment tout ce que